Bonjour. Alors, la dernière séance, nous avons parlé du phénomène d'osmose. C'est le phénomène qui régit le passage de l'eau à travers la membrane cellulaire, les cellules végétales. Et nous avons dit que l'eau passe toujours d'un milieu hypotonique vers un milieu hypertonique pour assurer l'équilibre. C'est un phénomène qui est régi par la pression osmotique qu'on a calculée et qu'on a nommée pi. Alors maintenant, on va essayer de déterminer ou de mettre en évidence d'autres phénomènes qui régissent bien sûr le passage des solutés à travers la membrane cytoplasmique. Le premier phénomène ici, c'est la diffusion. Pour mettre en évidence le phénomène de diffusion, on a réalisé le montage expérimental suivant. Nous avons préparé deux milieux, un milieu A et un milieu B. Un milieu A qui contient ici le sulfate de cuivre, qui est de couleur bleue, et un milieu bien sûr hypotonique qui contient de l'eau. Donc ils sont séparés par une membrane semi-perméable. C'est un papier cellophane. Alors on a laissé la préparation un instant. Alors qu'est-ce qu'on a remarqué? On remarque qu'après un temps donné, la coloration bleue a passé ou a diffusé du compartiment A vers le compartiment B. Et bien sûr la concentration du sulfate de cuivre devient presque la même dans les deux compartiments A et B. Alors comment on peut interpréter bien sûr ces résultats? Alors on ne peut expliquer le passage que par une diffusion de la molécule de sulfate de cuivre du compartiment A vers le compartiment B. Donc c'est une diffusion qui est contre le phénomène d'osmose. Parce que l'eau va passer du compartiment B vers le compartiment A, du milieu hypotonique vers le milieu hypertonique. Mais dans ce cas, c'est le sulfate de cuivre qui est diffusé de milieu hypertonique vers le milieu hypotonique. Ce phénomène s'appelle la diffusion. Alors jusqu'à ce que l'équilibre soit atteint, lorsque la concentration de part et d'autre de la membrane du papier cellophane soit égale. Alors le principe de la diffusion, toujours les substances, elles diffusent et se déplacent du milieu à forte concentration vers le milieu à faible concentration. Donc la diffusion est donc la tendance qu'ont les substances à se répartir uniformément dans un milieu. Alors un autre phénomène où c'est la diffusion simple à travers une membrane biologique. Alors pour comprendre ce phénomène-là, qui a un autre mode de transport des solutés, des molécules à travers la membrane cytoplasmique, on a préparé la manipulation suivante. On a pris des cellules d'épiderme d'oignon qui sont violées, qui sont placées dans une solution hypertonique 0,5 molaire d'acétate d'ammonium. L'acétate d'ammonium, c'est un acide. La vacuole de la cellule contient, dans l'état normal, des anthocyanes qui sont des pigments naturels, des cellules végétales, et qui sont des pigments violets et qui se colorent en rouge en présence d'acide. Alors qu'est-ce qu'on remarque? Alors on remarque qu'il y a tout d'abord les cellules sont plasmolysées lorsqu'on les a mis dans une solution d'acétate d'ammonium. Les cellules deviennent plasmolysées et se plasmolisent. Alors puis elles se déplasmolysent. Alors le plasmolyse se déplasmolyse, c'est une déplasmolyse qui est spontanée parce qu'on n'a pas changé le milieu. On a mis des cellules dans un milieu hypertonique et puis l'eau qui est à l'intérieur, bien sûr la vacuole va être un milieu hypotonique, le milieu intracellulaire, le milieu extracellulaire c'est un milieu hypertonique. Donc l'eau va quitter la vacuole et va sortir à l'extérieur de la cellule, ce qui va entraîner la déplasmolyse. Mais juste après, on a remarqué la déplasmolyse des cellules sans changer le milieu, dans ce qu'on appelle la déplasmolyse spontanée. Alors, comme j'ai dit, donc, la plasmolyse, elle résulte d'un flux d'eau qui est net de l'eau du milieu hypotonique, intracellulaire, vers un milieu hypertonique qui est extracellulaire. L'inversion du flux d'eau est responsable de la déplasmolyse parce que l'eau, quand la molécule d'acétate d'ammonium
à entrer à l'intérieur, par diffusion, entrer à l'intérieur de la cellule, le milieu intracellulaire est devenu hypertonique, parce que l'acétate d'ammonium a entré à l'intérieur. Bien sûr, on l'a mis en évidence par la coloration rouge. Parce que quand l'acétate d'ammonium entre à l'intérieur de la vacuole devient rouge parce qu'elle réagit avec les pigments d'anthocyanes, qui sont violets, naturellement, qui sont violets, de couleur rouge. Après, donc, l'entrée de l'acétate d'ammonium à l'intérieur de la cellule a entraîné un flux d'eau du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire, ce qui a entraîné la déplasmolyse spontanée des cellules. Alors, cela montre que la membrane plasmique des cellules végétales est perméable aux substances qui sont dissoutes. Dans ce cas, c'est l'acétate d'ammonium. Un autre type de transport, ou ce qu'on appelle la perméabilité. La perméabilité sélective et la perméabilité différentielle. Alors, pour mettre en évidence la perméabilité sélective et différentielle, nous avons réalisé l'expérience suivante. Nous avons préparé des verres de montre et 5 solutions. Une solution de saccharose 20%, 0,6 mol par litre, et une solution de glycérol. Une solution d'urée 3,5. L'urée, c'est un déchet azoté issu de la dégradation du métabolisme des protéines. Et une solution de chlorure de sodium, une ACl, 1,8%. Et une solution de glucose, 11%. Vous savez que le glucose est un nutriment essentiel pour les cellules, que ce soit pour les cellules animales ou pour les cellules végétales. On met dans chaque verre de montre plusieurs carreaux de l'épiderme d'oignon et on observe au microscope. On note les variations que subissent les cellules. Les résultats sont comme suit. Alors, dans la solution de saccharose, les cellules deviennent plasmolisées. Alors, comment on peut expliquer la plasmolyse de la cellule? Bien sûr, lorsqu'on a mis les cellules dans un milieu qui contient la solution de saccharose, le milieu hypertonique, le milieu extracellulaire est devenu hypertonique par rapport au milieu intracellulaire. Donc, ce qui va entraîner la sortie, un flux d'eau du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. Ce qui va entraîner la plasmolyse de la cellule. Mais dans la solution du glycérol et la solution d'urée, les cellules conservent leur état, c'est-à-dire elles restent turgescentes. Alors, pourquoi les cellules ne deviennent pas plasmolisées? Pourquoi? Parce que les cellules sont imperméables au glycérol. Elles ne laissent pas, bien sûr, passer l'urée. Et le glycérol, ce sont des déchets. Bien sûr, l'urée est un déchet. Donc, on peut dire que la membrane cytoplasmique est imperméable à l'urée. Donc, elle est dans ce cas sélective. Donc, la perméabilité est sélective. Dans la solution de NaCl, les cellules sont d'abord plasmolisées, ensuite elles se déplasmolisent après un certain temps. Donc, on peut expliquer la plasmolyse par la sortie de l'eau, et quand les Na+, les ions Na+, et N- entrent à l'intérieur de la vacuole, l'eau, bien sûr, a entré de nouveau à l'intérieur de la vacuole, ce qui a entraîné la déplasmolyse de la cellule, qu'on va appeler la déplasmolyse spontanée. Dans la solution de glucose les cellules sont plasmolisées, ensuite elles se plasmolisent après un temps court. Pourquoi? Parce que le glucose est un élément essentiel pour la cellule. Juste après la sortie, elle rentre de nouveau, parce que la cellule en a besoin. Donc c'est rapidement dans ce qu'on appelle une perméabilité sélective ou différentielle, parce que la cellule elle préfère le glucose plus que le Na+, et le Cl-. Ça, c'est l'interprétation. Donc, alors, on peut interpréter ces résultats-là et dire que certains éléments, comme par exemple ici le glucose, elle est là, le glucose et les acides aminés, sont essentiels pour la cellule, donc la cellule ne va pas les laisser sortir et quitter, donc elle est imperméable à ces substances-là. Mais il y a des cellules dont la cellule a besoin, comme par exemple l'oxygène, et bien sûr ici le glycérol
et les stéroïdes et l'urée. Donc la cellule, et bien sûr, elle va les laisser quitter facilement. Donc la cellule va les laisser traverser facilement par simple diffusion. Mais d'autres substances, d'autres molécules chargées, bien sûr, ne vont pas être laissées traverser, vont pas se laisser traverser la membrane cellulaire. Donc, on va essayer après de déterminer quels sont les mécanismes d'échange cellulaire. La diffusion, aussi, nous avons la diffusion facilitée, le transport actif. Facilité, c'est-à-dire facilité, il y a un mécanisme qui va intervenir pour faciliter le passage d'une substance à travers la membrane cytoplasmique. Certains éléments qui sont indispensables à la vie, comme j'ai dit, comme les ions et les macromolécules, ne traversent pas la membrane par simple diffusion, qu'on a vu tout à l'heure. Donc, par exemple, les ions ne peuvent pas traverser la membrane cytoplasmique par simple diffusion, ainsi que le glucose. D'autre part, les propriétés membranaires de dialyse et de perméabilité sélective montrent la nécessité de l'existence d'un mécanisme. Donc, bien sûr, puisque le glucose et les ions sont indispensables, il faut qu'il y ait d'autres mécanismes qui vont permettre à ces substances-là de traverser la membrane cytoplasmique et d'entrer à l'intérieur de la cellule. Alors, ce mécanisme-là est ce qu'on appelle la diffusion facilitée. Alors, nous avons ici une expérience de mise en évidence de la diffusion facilitée à travers une membrane biologique. Donc nous avons préparé deux milieux, un milieu A et un milieu 2. Un milieu A dont la concentration est très élevée et bien sûr un milieu 2 où la concentration est nulle parce qu'il n'y a que de l'eau et qui sont séparés par une membrane biologique. Bien sûr, quand on dit membrane biologique, c'est une membrane qui est semi-perméable et laisse passer certaines molécules. Après un instant, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que la molécule de glucose a passé à travers la membrane biologique vers l'autre milieu pour assurer l'équilibre. Ça veut dire que la membrane cytoplasmique ou la membrane biologique possède un mécanisme qui a permis aux molécules de glucose de traverser la membrane et de passer vers l'autre milieu. Ce mécanisme, on va l'appeler un mécanisme de diffusion facilitée. Alors, pour bien comprendre là, on va faire une comparaison entre la diffusion des molécules biologiques à travers bien sûr à travers une membrane artificielle, à travers une membrane artificielle et à travers une membrane biologique. Une membrane ici. Le glucose est une substance qui ne traverse pas la membrane par simple diffusion. On peut mesurer le flux de glucose par rapport au temps et traduire ensuite les résultats. Quand on vient une membrane, par exemple papille cellophane, qu'est-ce qu'on remarque? Donc ça c'est un graphe, il représente la variation de la vitesse du transport en fonction de la concentration de la molécule. La molécule dans ce cas c'est le glucose. Alors qu'est-ce qu'on remarque? Pour la membrane artificielle, la membrane papier cellophane, on remarque que plus la concentration augmente, plus la vitesse du transport augmente. Plus on augmente la concentration du milieu en molécules de glucose, plus la vitesse du transport à travers la membrane, le papier cellophane, augmente aussi le passage. Mais pour la membrane biologique, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la vitesse du transport atteint une vitesse maximale dans une concentration qui est très faible. Alors ici, on peut dire que dans une concentration de 11 micromolaires, la vitesse est déjà maximale. Alors pour que la membrane papier cellophane, pour atteindre la vitesse maximale, il faut avoir une concentration de plus, par exemple, de 14 micromolaires. Donc la vitesse de glucose, de diffusion de glucose, se fait rapidement et atteint une vitesse maximale. Alors, on va mettre un mécanisme de transport facilité à travers la membrane plasmique. Alors, il se fait soit via ce qu'on appelle des canaux ioniques, soit via des protéines qu'on appelle des perméases, ou des protéines qui vont un transport facilité par des protéines membranaires, des protéines intramembranaires. Pour les canaux ioniques, ce sont des canaux qui permettent le passage du soluté contre le gradient de concentration. C'est-à-dire que si la concentration, même si la concentration ici intracellulaire
est faible, bien sûr, là, le canal il va faire entrer l'ion, donc contre le sens du gradient. Là, la concentration est très élevée, ici la concentration est très faible, donc la protéine va laisser passer. Et quand on dit un transport contre le gradient, ça demande de l'énergie. Pour faire entrer une molécule contre son gradient de concentration, bien sûr, il faut de l'énergie, ça consomme. Donc c'est un transport qui consomme de l'énergie, bien sûr. Et si on bloque, bien sûr, si on utilise une substance qui bloque la respiration et qui bloque la production de l'énergie, bien sûr, le transport via les canaux ioniques, via ces canaux-là, il va se bloquer aussi. Pour les protéines perméases, ce sont des protéines qui interviennent dans le transport des grosses molécules, des molécules de grande taille. Donc, ils facilitent le passage des molécules de grande taille. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, la protéine, elle se fixe, la protéine et le canal, ou la protéine porteuse, d'abord, se lie d'abord au soluté, puis elle fait un mouvement de rotation à l'intérieur de la membrane cytoplasmique qui permet la translocation du soluté d'un milieu ici vers soit d'un milieu intracellulaire vers un milieu extracellulaire ou d'un milieu intracellulaire vers un milieu extracellulaire. Et ça, bien sûr, pour les grosses molécules, ça c'est pour les petites molécules. Alors pour le transport actif, le transport actif, c'est un transport qui demande de l'énergie et bien sûr qui est spécifique au transport des ions qui sont chargés, qui ne sont pas transportés par la diffusion, par le transport facilité. Alors on a ici un tableau qui représente la concentration de quelques ions dans les cytoplasmes d'une cellule nerveuse, de la sèche, et dans l'œuf de mer, qui est le milieu de vie de l'animal. Donc on a fait la comparaison entre la concentration des ions intracellulaires et la concentration des ions potassium et sodium extracellulaires. Alors si on compare, la question est de comparer la répartition des deux ions dans les milieux intracellulaires et extracellulaires, qu'est-ce qu'on remarque? Alors on remarque que pour l'ion potassium, la concentration intracellulaire est plus importante et plus grande que la concentration extracellulaire. C'est-à-dire que la concentration à l'intérieur du cytoplasme des cellules de la sèche est plus importante que dans le milieu de vie. Par contre, la concentration du sodium intracellulaire est plus faible par rapport à la concentration, bien sûr, la concentration extracellulaire. Ça reflète l'importance des ions potassium pour les cellules. Donc il faut toujours que la concentration intracellulaire en potassium est plus élevée et le contraire pour le Na+. Alors on ne peut expliquer cette répartition que par des protéines qui vont assurer cette différence de concentration de part et d'autre de la membrane cytoplasmique ou de part et d'autre de la cellule de la sèche. Ces protéines-là, elles vont consommer de l'énergie pour pouvoir laisser cette différence de concentration, pour que toujours le milieu extracellulaire sera riche en sodium et pauvre en potassium, et le contraire pour le milieu intracellulaire. On injecte dans le cytoplasme de cette cellule, même si on va injecter une faible quantité de Na+ radioactif à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a remarqué? On remarque la propagation de rayonnement dans le milieu extracellulaire. Ça signifie que toujours il y a un mécanisme qui fait sortir les ions Na+, du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. Est-ce que cette diffusion est conforme à la loi de la diffusion libre? Non. Parce que la diffusion libre, elle passe toujours du milieu où la concentration en ion, la concentration est très élevée, vers le milieu où la concentration est très faible. C'est-à-dire que normalement, le potassium doit quitter la membrane, doit quitter le cytoplasme des cellules de la sèche vers le milieu extracellulaire. Et le contraire aussi, pour le sodium. Alors, puisque ce n'est pas le cas, donc, ce transport, cette diffusion, il n'est pas conforme à la loi de diffusion libre qu'on a vu tout à l'heure. On ne peut expliquer ce phénomène que par l'existence d'une protéine, d'un mécanisme qui consomme de l'énergie et qui, bien sûr, qui fait entrer le potassium
d'un milieu pauvre en potassium, d'un milieu hypotonique, de faible concentration en potassium, vers un milieu où la concentration de potassium est très élevée. Et le contraire pour le sodium. Donc elle fait entrer le K+, et fait sortir le Na+. Donc on appelle une pompe, c'est une protéine qui s'appelle une pompe NAK-ATPase. Alors le transport actif, c'est un transport qui consomme de l'énergie. Le transport, c'est le transport de substances dissoutes à travers la membrane cytoplasmique contre le gradient de concentration que je viens de dire, du milieu hypotonique vers le milieu hypertonique par des protéines intégrées dans la membrane cytoplasmique qui consomment de l'énergie. Là, nous avons une membrane cytoplasmique qui est formée par une bicouche de phospholipides, qui sont les têtes de phosphate, et la queue de lipides. Et nous avons le milieu extracellulaire, qui est un milieu hypotonique où la concentration est très faible, et un milieu intracellulaire où la concentration est très élevée. Malgré la différence de pression, la protéine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait entrer encore des solutés, des ions, du milieu intracellulaire vers le milieu, et du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire, contre le gradient de concentration. Alors cette diffusion-là, ou ce transport-là, c'est pas une diffusion, mais c'est un transport, elle consomme de l'énergie. Regardez là, il y a toujours l'hydrolyse de l'ATP et qui va libérer de l'énergie, qui va être utilisée par la pompe, par la protéine qui s'appelle une pompe, pompe ATPase. Pourquoi? Parce que c'est une enzyme qui dégrade l'ATP et bien sûr elle consomme de l'énergie pour faire entrer les ions contre le gradient de concentration.